Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues au Congrès Première Ligne en Santé 2024. Pour débuter cette journée, veuillez accueillir votre animateur, Martin Carly. Bonjour! Bonjour. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Il me fait un très, très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette édition 2024 du Congrès Première Ligne en Santé. Je vois que c'est une année qui promet. Il y a même du monde qui sont debout, donc ceux qui ont payé leur billet moins cher sont sur le bord du mur là-bas, c'est parfait. Alors, merci infiniment d'être là. Avant toute chose, avant de faire les présentations d'usage, je voulais en tant que citoyen vous remercier tous et toutes pour le travail fantastique que vous faites. La première ligne en santé, c'est tellement important dans notre système de santé et je voulais en tant que citoyen vous remercier tous et toutes pour votre travail, bien entendu. Alors, vous avisez quand même, avant toute chose, nous sommes dans la première session du Congrès, donc je vais revenir avec certains détails dans quelques instants, mais ce qui est important de mentionner à ce moment-ci, c'est que le mot d'ouverture sera en français. Il y a quand même une traduction simultanée qui est disponible vers l'anglais, donc on vous invite à utiliser ce service si vous en avez besoin, bien entendu. Alors, je me présente, mon nom est Martin Carly, je suis vulgarisateur scientifique, j'ai une formation en sciences neurologiques, donc c'est très, très près essentiellement du domaine de la santé. J'ai fait pendant 11 ans de la recherche en santé mentale sur la maniaco-dépression et la schizophrénie. Et je serai avec vous pendant ces 2 jours, avec grand plaisir. Je vais animer certaines sessions, dont celle de ce matin. Je serai aussi à certains événements, donc dans le Salon des exposants, je vais animer l'Idéaton demain. Donc, je vais être ici et là. Il y a des surprises aussi. On ne veut pas non plus vous dire quand je vais apparaître dans une salle de travail ou quoi que ce soit. Donc, je vais être ici et là pendant ces 2 jours. Mon intérêt à moi, c'est quoi? C'est les sert plus à rien. Alors, ouais. Parce que là, l'année passée, on a fait des blagues sur les fax. Cette année, il y a encore des fax. Je voulais juste mentionner, parce qu'on me demande de mentionner que l'ARP Québec aimerait beaucoup récupérer les fax du réseau de la santé. Ça ferait monter notre tonnage, on s'entend. Alors, donc voilà, la seule chose, lorsque ce sera disponible, ces fax, j'aimerais ça que ça aille dans un des 1000 points de dépôt officiels de l'ARP Québec. Alors, maintenant que... Ah, ben là, vous êtes santé. Ceci étant dit maintenant, bien évidemment, c'est un grand privilège pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est un privilège pour moi aussi de présenter quelqu'un sans qui tout ça ne serait pas possible. Alors, je vous demande d'accueillir bien fort l'organisatrice Isabelle Girard qui vient me rejoindre. Bon matin tout le monde! Bonjour Isabelle! Bonjour Martin! Alors, ce qui est le fun, c'est qu'on voit quand même dans le milieu de la santé, on est plutôt dans des couleurs neutres. Alors, si vous cherchez Isabelle, c'est facile. Alors, Isabelle, évidemment, on t'a invité sur scène pour que tu puisses nous présenter donc, cette nouvelle édition du Congrès. Peux-tu nous présenter d'abord de quoi tu es le plus fier lorsqu'on pense au Congrès de Première Ligne en santé? Je pense qu'il n'y a pas de doute ce matin que je peux dire que j'ai atteint l'objectif que je me suis donné il y a déjà plusieurs années de créer le plus grand rassemblement de gens de la première ligne qui se réunissent à chaque année. Et je pense que j'ai vraiment réussi quand je vois la qualité des gens qui sont ici, à quel point les gens ont été mobilisés. Puis je dois dire merci aussi à l'équipe du ministère qui a été en grand appui des 2 côtés. J'ai l'équipe du cabinet de ce côté-là, puis j'ai l'équipe de la première ligne de l'autre côté. Oui, absolument. Et là, tu as commencé à aborder des thèmes comme mobilisation, faire avancer la première ligne. Je pense que tu peux nous en parler un petit peu plus en nous présentant le slogan de cette édition-ci. Cette année, je crois que j'étais peut-être un petit peu dans la tête du ministre puisque je suis arrivée avec l'idée de acteur de changement, inspirer le progrès et façonner l'avenir. Donc, on est vraiment ici aujourd'hui et demain pour s'inspirer des choses qui ont été faites. On entend souvent parler de la première ligne de façon négative, malheureusement, dans les médias. Moi, je veux juste vous dire qu'on est ici pour souligner tout le beau travail que vous faites.
C'est à chaque année, comme on dit. Donc, on souligne tout le travail que vous avez fait dans la dernière année, dans tous les secteurs d'activité de la première ligne. Donc, moi, je suis ici pour vous féliciter, pour vous dire merci de tout ce que vous faites au quotidien. Puis, on va continuer à réfléchir pendant 2 jours. Puis, évidemment, bien, pendant ces 2 jours-là, vous allez développer des nouveaux projets que vous allez venir nous présenter l'année prochaine. Wouhou! Ben, moi, j'applaudirais à ça. On s'entend. Et avant de parler des nouveautés cette année, Isabelle, je suis sûre que tu as des remerciements à faire. Bien sûr, les remerciements sont quand même nombreux parce que vous comprendrez qu'un événement de cette envergure ne se fait pas tout seul. Au contraire, je pense que j'ai un talent naturel pour vous faire travailler à ma place. Donc, je remercie bien évidemment Martin et toute son équipe. Hein. Vous avez toujours été là depuis le premier jour, donc un gros merci. Merci évidemment à l'équipe du cabinet, à M. le ministre. Évidemment, on a aussi Sonia Bélanger qui sera présente demain avec Dr Carman. On a également le ministre Fitzgibbon. Je remercie l'équipe de Santé Québec de vous joindre à nous pour une première fois. Cette année, c'est officiellement votre coming out. On est fiers de vous accueillir pour cette première sortie. Évidemment, ben, on a un grand absent aujourd'hui qui a été là aussi depuis le début quand je suis arrivée avec plein d'idées. Ça demande quand même un peu d'audace, hein, des fois, de me suivre dans mes idées folles. Donc, il y a Daniel Paré qui est actuellement en Alberta pour justement travailler sur le dossier de l'agence, mais qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Donc, je remercie également très sincèrement de nous avoir appuyés. Et donc là, on arrive au point où tu nous présentes les nouveautés. Donc, peux-tu nous parler de... Ben oui. Finir de présenter puis de remercier parce que j'ai quand même une famille qui m'endure hein, pendant 365 jours à leur parler de première ligne, de projets, d'idées, de nouvelles folies que je veux faire. Fait qu'évidemment, ma famille qui est là, mes parents sont là, mon conjoint, mon fils. J'ai Benoît qui est un coach pour moi très, très près et tout. Il y a l'équipe évidemment de Scénic qui s'occupe de toute la logistique. Vous comprendrez qu'on est 4 à organiser cet événement-là. Fait que ça prend une autre équipe en arrière. Puis je me permets, Sophie, je ne sais pas si tu es dans la salle, mais j'ai la meilleure équipe graphique qu'on ne peut pas voir. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est l'équipe de Studio Griffe. Fait qu'un gros merci à Sophie. Hihi! Ouais, oui! Là, on peut parler des nouveautés. Ah non, mais moi, je comprends, hein, parce que, tu sais, à chaque fois que si on gagne un prix au Gémeaux, oui, je veux remercier ma conjointe. On s'entend, là. Je comprends tout à fait. Je ne gagnerai jamais de Gémeaux, il faut que je me reprenne. Je comprends tout à fait. Alors, les nouveautés cette année, Isabelle, peux-tu nous en parler? Vous en présenter certaines, parce que vous allez en découvrir aussi bien d'autres. Bien, j'ai presque le goût de vous dire, je ne vous en dirai pas tant que ça, parce qu'il y en a beaucoup. Et je pense que vous allez être ébahis de voir tout ce qu'on a fait pour vous, mais on vous a impliqués. Fait que cette année, il y a des tables de discussion. Vous pouvez participer à 2 tables. Il y en a une cet après-midi sur l'innovation. Vous en avez une demain aussi sur la collaboration dans le contexte des soins à domicile et compagnie auprès des trajectoires des personnes âgées. On a également une zone atelier. Vous allez voir, il y a plein de choses à visiter. Vous avez des activités que vous pouvez faire. C'est rempli de nouveautés. On a bonifié beaucoup aussi la programmation. Donc, vous allez voir, souvent, la première ligne, on l'identifie aux cliniques médicales. Et bien évidemment, elle est beaucoup plus large que ça. Fait que vous allez voir, évidemment, du préhospitalier, des soins à domicile, le secteur de la pharmacie, le secteur des cliniques médicales, etc. Donc, on essaie vraiment de couvrir de plus en plus 100 des secteurs de la première ligne à travers vous. Donc, ça fait partie des quelques nouveautés. Quelques nouveautés, oui. Il y a plein de découvertes à faire, bien entendu. J'étais très impressionné hier quand j'ai vu la clinique mobile entrer dans le salon des exposants. C'était quand même une certaine logistique de rentrer une clinique mobile dans le salon des exposants. Tu viens de leur lancer un scoop, là. On vous invite à découvrir. Alors, bien entendu, il y a le retour des jeux de société. Il y a le retour du jeu de société. Ça avait été un grand succès l'année dernière avec le Plaquetto Poly. Pour ceux qui ne l'ont pas eu et qui le regrettent, vous pourrez en avoir au kiosque de plaquettes santé numérique. Mais on vous attend cette année. Vous avez probablement vu déjà quelques acteurs qui se promènent et qui personnifient des gens qui ont des personnages historiques qui ont eu un grand rôle au niveau de la première ligne. Vous allez voir Hippocrate. Vous allez voir Irma Levasseur, Louis Pasteur, les frères Maillot, Jeanne Mance et Florence Nightingale qui vont vous animer ça pendant 2 jours aussi et qui vont vous parler de leur histoire et qui vont travailler avec vous. Puis évidemment, bien, vous pourrez récupérer votre jeu également.
J'ai Ouais. oublié une petite nouveauté. Oh, bon. Mais non, C'est mais il super fallait qu'on important parce découvre. qu'il y a plein de partenaires cette oui, année. oui, Puis un de ces absolument. partenaires, c'est le Réseau 1 Québec. Et une des choses qu'on a décidé de faire cette année, c'est qu'on est heureux de vous annoncer qu'on va lancer officiellement la création d'un répertoire pour les innovateurs en première ligne. Donc, si vous êtes intéressé à tester des technologies, à essayer des nouvelles fonctions, des nouvelles procédures, programmes, quoi que ce soit à votre clinique ou en tant que clinicien, je vous invite à aller au kiosque du Réseau 1 Québec pour vous inscrire à ce nouveau répertoire qui permettra évidemment là, de faciliter le lien, la mise en relation entre les cliniciens, les chercheurs, les milieux de soins, etc. Magnifique. En passant, pour ceux qui découvriront le jeu de société, vous allez l'ouvrir. Moi, je suis un maniaque de jeux de société. Là. La première chose qui risque de vous frapper, c'est qu'il n'y a pas d'instructions dans le jeu de société. On vous invite à laisser votre numéro de fax et on va vous les envoyer. Ouais, il y a ça. Non, mais il y a un code QR, donc il n'y a pas de problème. Merci infiniment, Isabelle, Bien, ça fait plaisir. pour tout ça. On te réinvite dans quelques instants pour parler justement des partenaires, parce qu'on va parler de différents volets et on peut applaudir Isabelle, bien entendu. Je laisse la place aux autres. Quand même, certains éléments qui sont importants avant de présenter les différents volets là, qu'on veut vous présenter ce matin. Présentement, il faut savoir que cette année, une des nouveautés, mais ça, c'était pas vraiment de quoi à découvrir, là, je vous le dis parce que c'est important. Nous sommes présentement au 5e étage, c'est l'étage des conférences. Donc, pour tous les événements, conférences et tout ça, c'est à cet étage-ci. Et nouveauté cette année, on est sur 2 étages. Donc, au 2e étage, à la salle 210, c'est le magnifique salon des exposants. Là où je n'étais pas supposé vous dire qu'il y a une clinique mobile. Donc, ça, c'est au 2e. Donc, 2 étages, très important. On y accède très facilement par les escaliers qui sont juste à côté de l'accueil. Ça va vous éviter de faire tout le tour du Palais des Congrès avant de vous retrouver en bas, bien entendu. Les pauses et les lunchs seront dans le salon des exposants, donc au 2e étage. Important à noter. Toute la programmation complète de l'événement se trouve sur le site web de Première Ligne en santé 2024. Donc, on vous invite, bien entendu, à consulter régulièrement le site pour choisir vos événements, choisir votre parcours, justement en suivant les personnages qui ont été identifiés. Donc, différents parcours qui sont possibles selon vos intérêts, votre pratique et ainsi de suite. Et si vous avez des questions, bien, on vous invite à aller au comptoir de service à la clientèle, donc à l'accueil. On pourra répondre à toutes vos questions, bien entendu. Je l'ai mentionné tantôt, je le répète à nouveau. Donc, il y a une traduction qui se fait en simultané du français vers l'anglais qui est disponible dans les salles Roche et Boehringer Ingelheim. Et honnêtement, j'aimerais vraiment savoir comment on traduit. Ça ne sert plus à rien, mais je poserai la question par la suite, bien entendu. Alors là, ben, on a parlé de partenariat tantôt. On veut vous présenter 3 volets de partenariat pour voir finalement que Première Ligne en santé, ça va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, que ça se passe aussi ailleurs qu'à l'hôpital, que ce n'est pas juste à l'hôpital que tout ça se passe. Donc, je vais vous présenter tout d'abord un premier volet innovation. Donc, je vais inviter sur la scène Patrice Gilbert, qui est président de Pétale, Annie-Kim Gilbert, qui est PDG de MedTech Plus, et Jean-Pierre Robert, qui est PDG du CTS. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Alors, nos invités sont tout d'abord là pour nous parler du volet innovation qui est relié à Première Ligne en santé. Évidemment, on comprend que l'innovation, ce n'est pas juste une bonne idée. Il faut réussir à amener ça, bien entendu, auprès du patient. Ça ne se passe pas juste à l'hôpital. Donc, pouvez-vous nous présenter donc le volet innovation? Je me lance. Ben oui, absolument. Donc, premièrement, merci à Isabelle, au Congrès, de mettre l'innovation en première ligne. Oui. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières années, c'est que la salle, elle est pleine, mais c'est un écosystème. Puis l'innovation, ça se réussit dans un écosystème. Puis sur la scène aujourd'hui, il y a des acteurs de différents écosystèmes. L'entreprise privée a quelque chose à apporter
le gouvernement a quelque chose à apporter, le réseau a quelque chose à apporter. Puis quand on commence à travailler ensemble, on peut vraiment, avec l'aide de l'innovation, régler des problèmes qui sont importants. Donc, ce serait mon commentaire d'introduction sur l'innovation. Ça prend un écosystème, puis aujourd'hui, on le voit bien, Isabelle l'a mentionné, la salle, elle est pleine de différents acteurs de cet écosystème-là. Puis on a quoi être fier au Québec, d'où on est parti, où on visait plus les choses en silo. Et là, maintenant, de plus en plus, on apprend à travailler ensemble et à développer cet écosystème-là. C'est vraiment quand même un mot que j'ai retenu lors de nos premiers échanges, le mot collaboration. Donc, réussir à travailler justement ensemble. Donc, je vais passer la parole à Anne Kim. Donc, si vous pouvez aller un petit peu plus loin là-dessus. Absolument. Absolument. Moi aussi, je suis ravie. Medtech Plus se spécialise dans l'intégration des technologies médicales. Donc, ravi que ce soit en première ligne. Longtemps, ça a été associé avec le milieu hospitalier, la médecine spécialisée, les orthèses, les prothèses, la salle d'opération. Et je crois qu'avec l'écosystème, on se doit de réaliser qu'en renforçant le volet promotion, prévention, de l'ouvrir à la technologie, ça va faire partie des façons qu'on va pouvoir donner, faciliter l'accès à l'hôpital à ceux qui en ont vraiment besoin. Et pour le suivi de patients, bien, il y a d'autres moyens de le faire en renforçant l'écosystème. Donc, Medtech Plus, nécessairement, avec ses partenaires collaboratifs, peut vraiment faire un écosystème très solide, ouvert aux innovations pour justement là, faciliter ce réseau-là. On a déjà commencé avec le réseau d'évaluation d'innovation en santé qui est financé par le MEIA et qu'on travaille avec le Bureau d'innovation du M3S. On a commencé aussi avec le volet Envisage pour l'intégration de la technologie destinée aux aînés, mais extra-hospitalier. Donc, on est vraiment dans le volet communautaire et on facilite là, cette intégration-là d'outils technologique. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas faire ça tout seul. On a des collaborateurs, souvent les chercheurs qui ont des idées et qu'on peut faire progresser. Pétal MD est une entreprise, un fleuron québécois. On travaille avec CTS aussi. Donc, pour nous, c'est d'animer, parce que c'est pas facile hein, pour un entrepreneur de comprendre la première ligne. C'est pas comme un hôpital avec une porte. Donc, cet écosystème-là, je pense qu'on a un rôle d'entremetteur très, très important. Et le Québec se donne actuellement les moyens de travailler en co-construction avec les cliniciens, les gestionnaires. Et là où il va falloir aller même plus loin, c'est vraiment de faciliter l'acquisition parce que des organisations comme Medtech Plus vont faire en sorte qu'on va les aider à commercialiser ici ou ailleurs. Mais en tant que citoyen et en tant qu'économie, il faudrait quand même faciliter l'acquisition de ces innovations-là ici localement. Tout à fait d'accord, absolument. Et avec M. Robert, justement, on peut parler de qu'est-ce qu'on fait à partir de la bonne idée. Parce que lorsqu'on parle d'innovation, c'est sûr qu'on pense à ça part d'une bonne idée, mais il ne faut pas que ça reste à l'état de bonne idée. Il faut aller plus loin que ça. Oui, bien absolument. En fait, au CTS, depuis 15 ans, on accompagne des entreprises en phase commerciale, pré-commerciale. Et puis, on leur offre un accompagnement qui est ciblé pour leurs besoins au moment où ils arrivent à notre accélérateur. On les accompagne aussi dans des congrès internationaux. On les introduit avec des partenaires commerciaux. Une des conclusions qui sort de notre expérience avec l'innovation en santé et les entreprises, c'est que les entreprises qui ont du succès, c'est des entreprises qui ont commencé très tôt à travailler avec les milieux de soins et qui ont continué au fur et à mesure du développement de leurs produits à être près du milieu de soins pour développer quelque chose qui s'adapte bien, qui comprend bien, qui peut s'implanter facilement. Et ces entreprises-là ont du succès en comparant d'autres. Donc, le succès de nos entreprises dépend de la collaboration qu'on a avec les milieux de soins et les établissements. Et puis, je vous invite, d'ailleurs, il y a plusieurs entreprises ici il y a une vingtaine d'entreprises qui, en zone d'innovation qui vont présenter dans les prochains 2 jours. Venez les voir, venez les rencontrer, venez voir les idées. Il y a des idées qui sont vraiment très innovantes là-dedans et très avancées également. Donc, ils attendent votre visite. On va faire aussi une annonce demain matin pour un projet, le projet ARFAN, pour amener l'innovation aussi dans le milieu de soins. Donc, j'ai hâte de vous présenter ça demain. Super. Donc, on peut applaudir nos invités, bien entendu. Merci à vous 3. C'est très gentil.
Et M. Robert a vraiment mis la table comme ça. Donc, vous comprenez qu'il y a un volet innovation qui est omniprésent ici au Congrès pour ces 2 jours-là. Donc, je ne peux pas le dire mieux que M. Robert. Donc, on vous invite à aller voir tout ça, à vous imprégner là, de cette expertise-là, bien entendu. Et là, on a d'autres invités à vous présenter. On voulait vous présenter des acteurs importants du partenariat avec le HIMSS, donc le Healthcare Information and Management System Society. Donc, j'inviterai sur la scène Monsieur Bobby Georgiou, qui est président sortant du HIMSS, et Mme Mireille Luc, qui est présidente élue HIMSS pour l'Est du Canada. Donc, on les accueille bien fort, tous les deux. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir, c'est pour vous. C'est plus cosy, plus confortable. Voilà. Alors, je commence par passer la parole. So you're going to be, the first one to talk about how IMS can help to showcase the ideas that come from Quebec and so on. Of course. Thank you. So first of all, thank you very much for inviting our chapter, Isabelle and Premier Lina en Santé. We love to be a part of this event, and I think our organizations share common vision, for improving health through digital and health system transformation. So I think our members have a lot to learn and a lot to offer to everyone here, and we invite everybody to come speak with us and help us as we expand to Quebec and the rest of Eastern Canada. Thank you very much. Thank you. Et Madame Luc, pouvez-vous nous parler justement du fait que le Québec, finalement, est un pionnier lorsqu'on parle de transformation numérique? C'est quand même quelque chose qui est très important. Bien, effectivement, on le sait tous, là, l'accès aux soins de santé grâce à la transformation numérique en santé, c'est vraiment essentiel à des systèmes de santé performants. Puis au Québec, on est des pionniers pour la transformation numérique de la première ligne. Puis on peut être vraiment fiers de ça. Puis en fait, IMSS, Est du Canada, ça comprend des acteurs, des leaders en santé de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-Labrador. Alors, pour nous, c'est vraiment une fierté de pouvoir dire comment le Québec a été vraiment un acteur important de ce changement-là. Puis, en même temps, il faut vraiment continuer à travailler ensemble. Il faut vraiment continuer à optimiser l'accès en santé qu'on a commencé en première ligne et il faut bâtir sur ce qu'on a déjà puis accélérer encore plus cette transformation numérique-là pour encore plus améliorer l'accès à tous les niveaux. Et là, depuis tantôt, tous les intervenants parlent de ensemble, de collaborer et ainsi de suite. Je pense que c'est l'événement parfait pour ça. Donc, justement, de voir comment on peut créer ces relations-là, d'avoir encore plus de collaboration, de mobiliser les gens. Donc, voilà, je pense que on invite tout le monde à aller rencontrer les gens du HIMSS, bien entendu. Donc, merci infiniment à vous deux. On les applaudit encore une bonne fois. Merci beaucoup. Merci et bon infiniment. congrès. Et on voulait aussi vous présenter, enlever des rideaux comme ça, le volet fondation. Alors, je vais inviter M. Marco Decelle, qui est directeur général de la Fondation québécoise du cancer, à venir sur scène et parler justement de l'importance et de la présence des fondations ici à l'événement. Donc, on applaudit M. Decelle. On va se mettre proche. Ça va être plus intime. Ça va être plus intime. Non, on aurait pu faire ça là et là, puis on crée le malaise. On est juste nous deux. On est juste nous deux. On est presque juste nous deux. Alors, puis-vous nous dire, c'est quoi l'objectif là, de la présence ici au Congrès des 6 fondations? Et ultimement, nous donner même des exemples de collaboration, parce qu'on a parlé collaboration, de se rencontrer, et ainsi de suite. Donc, pouvez-vous nous parler de tout ça? Oui, tout à fait. Donc, vraiment, l'objectif des 6 fondations présentes durant les 2 jours là, au Salon des exposants, c'est vraiment de faire reconnaître que les fondations et les organismes communautaires sont des acteurs de première ligne. Donc, nous rencontrons des patients autant au niveau de la santé mentale que différentes pathologies comme le cancer.
Donc, vraiment, le réseau de la santé et l'ensemble des intervenants de la première ligne, vous devriez collaborer avec les organismes communautaires si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Et là, si j'enchaîne sur le volet, le deuxième volet de la question. Donc, des collaborations, il y en a énormément. Donc, l'ensemble des 6 fondations présentes collaborent énormément avec les acteurs de première ligne. Mais le message qu'on entend très régulièrement, ça pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Donc, souvent, il y a encore aujourd'hui, malheureusement, en 2024, une forme, je dirais, de snobisme parfois du réseau de la santé à collaborer avec les organismes communautaires. Je vais prendre l'exemple de la Fondation québécoise du cancer. On a 60 professionnels de la santé qui sont des gens issus du réseau de la santé. Donc, c'est les mêmes professionnels qu'on est habitué de voir au quotidien dans le réseau de la santé et dont la population a accès d'une façon complémentaire. Donc, évidemment, les organismes, on n'est pas là pour traiter les patients directement, mais on peut vraiment faciliter leur trajectoire et ça, c'est existentiel, bien entendu. Et un dernier mot en terminant, parce que je pense qu'on comprend à nouveau le message de collaboration. Je pensais vraiment le message à retenir, comme ça, enlever des rideaux. Donc, ben oui, je vois les gens du cabinet, puis on a eu l'occasion dans les derniers mois, dernières semaines. Je pense que les organismes communautaires, c'est bien reconnu. Ils ont la confiance de la population. On a accès à de très vastes communautés de patients et de proches, bien entendu. Donc, lors de certaines annonces, pour certains messages, je crois que d'utiliser les organismes communautaires et les différentes fondations vont permettre d'appuyer et de bien relayer les messages, comme on l'a fait dans les 2 dernières annonces là, en termes de dépistage de cancer colorectal ou du cancer du sein. Je pense qu'on a eu une meilleure portée en collaborant, évidemment, bien entendu, que de le faire chacun de son côté. merci infiniment, M. Dessel. On peut l'applaudir aussi, bien entendu. Donc, on vous invite à aller visiter, interagir avec les fondations qui sont aussi présentes au Congrès. Et là, Isabelle est revenue. Donc, on va parler de partenariat, justement. Donc, on va parler de partenaires, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Vous comprendrez que cette année, j'ai fait le choix de ne pas tous les nommer parce que je pense que je vous ennuierais légèrement. L'année passée, on les recevait par fax. Oui, c'est vrai. L'année passée, on les recevait par fax. Voilà. Je veux juste dire merci à tous ces partenaires-là. Je pense que ce qui est le plus beau dans ce visuel-là, c'est la diversité des partenaires. Vous voyez que ça vient de tous les horizons. Tout le monde est engagé, tout le monde est mobilisé autour de la première ligne. Puis je pense que c'est le plus beau message que je peux encore une fois vous répéter ce matin. On est là, on veut, tout le monde veut. Donc, profitez-en pour les 2 prochains jours. On est là pour vous gâter un peu pour les 2 prochains jours. On a préparé plein de petites douceurs pour vous. Je pense que vous le méritez. Le ministre n'arrête pas de le dire. On doit prendre soin de notre main-d'œuvre. Je me suis donné cette mission-là aussi à travers l'événement. Donc, j'espère sincèrement que vous allez avoir beaucoup de plaisir, que vous allez découvrir plein de choses. Et puis, je vais vous souhaiter 2 beaux jours de congé. Puis, on va laisser la place à la personne que vous êtes quand même venu voir un peu plus que moi. C'est bien évidemment notre ministre de la Santé. Merci, M. Dubé, d'être présent ce matin. Oui, merci infiniment, Isabelle. En fait, Isabelle dit la personne qu'on est venu voir, je pense à Isabelle qu'on te voit plus parce que la couleur n'est pas la même. Mais, vous me connaissez? Non, mais effectivement. Alors, tout à fait. Donc, on est très, très heureux de pouvoir inviter le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, à venir parler en levée de rideau. Donc, un congrès sur la première ligne en santé qui démarre avec une allocution de notre ministre de la Santé. Je pense que c'est parfait. On peut accueillir M. Dubé. Merci à vous. Alors, Isabelle, j'ai fait un effort avec mon veston ce matin de mettre un peu de couleur, mais je te dirais que je n'ai pas encore ces couleurs-là dans mon arsenal. Alors, merci beaucoup, Isabelle, pour cette organisation-là. Je suis vraiment impressionné. C'est quand même, je pense, la 2e ou la 3e fois que je viens, 2e fois. Et je veux, c'est sûr que je veux remercier tous les partenaires qui sont ici. C'est quand même assez impressionnant, mais je voudrais, puis vous ne pourrez pas m'en empêcher, de saluer particulièrement cette semaine la présence
de Mme Biron, qui a eu une petite semaine, hein, une initiation à notre réseau de la santé, mais aussi de Frédéric Abergel, son premier complice dans la création et le lancement de Santé Québec cette semaine. Alors, merci beaucoup. Merci. En fait, Isabelle, on aurait voulu s'organiser pour mettre ça ensemble, la nomination de Geneviève avec Frédéric, 2 jours avant la première ligne. Mon Dieu, quel bon timing, comme on dit en français. Alors, j'ai plusieurs petites choses à vous dire ce matin, puis j'aimerais commencer par peut-être faire un point sur où on en est rendu dans le plan santé. Parce qu'avant de parler de la première ligne, j'aime peut-être toujours commencer par le haut du triangle, puis on va descendre où est-ce qu'on est rendu. On a fait le plan santé, vous vous souvenez, on l'a déposé dans ces dates-ci, là, en printemps 2022. Et même si ce n'est pas possible de voir tous les progrès qui se font depuis 2 ans, il y en a quand même. Et j'aimerais qu'on soit tous conscients, puis je pense que le public l'est, de tous les enjeux qu'on vit que j'appellerais post-pandémiques. Parce qu'il y a eu la pandémie qui a ses effets sur le réseau, sur nos patients aussi. Mais il faut le rappeler aux gens qui travaillent tous les jours, puis à notre public, à nos patients, que les enjeux post-pandémiques ne sont pas réglés. Qu'on a à travailler avec le vieillissement de la population, l'augmentation de la population. On parle souvent du vieillissement de la population, mais il y a de plus en plus de gens. Et ce n'est pas réglé notre manque de personnel. Et ce que je veux dire, puis je l'explique le plus souvent possible dans les médias, les changements qu'on a commencé à faire ne paraissent pas toujours parce qu'on remonte une côte. Et quand je dis qu'on monte une côte, c'est-à-dire que s'il y a plus de monde, s'ils sont plus âgés, s'ils ont plus de maladies chroniques, on a beau essayer de s'améliorer dans nos temps d'attente aux urgences, etc., on a réussi à avoir une certaine stabilisation, même je l'ai vu depuis quelques mois, une amélioration, mais on est quand même dans des vents contraires qui sont difficiles. Puis ça, c'est important qu'on le réalise ensemble et qu'on l'explique. Par contre, je pense qu'on a fait beaucoup d'initiatives, tout le monde ensemble, puis je vais vous en nommer quelques-unes. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur celle-là en particulier. Je pense que le principal changement qu'on a fait en termes de, non seulement je dirais, philosophique, c'est toute la prise en charge collective. Et ça a permis, on est rendu à presque un peu plus de 900 000 patients qui ont eu accès au GAP sous le principe de la prise en charge collective. Puis, je sais qu'on a beaucoup de médecins, on a des DRMG qui sont ici aujourd'hui, qui ont fait un travail incroyable dans les 18 derniers mois. Et je veux les remercier. Par contre, l'éléphant dans la pièce, c'est qu'on a une expérience de 18 mois et on doit tenir compte de ce qu'on a appris dans ce 18 mois-là. J'ai toujours dit à la FMOQ que je ne ferai pas de négociation en public. Et je ne commencerai pas ce matin. Ce que je dis, le GAP il est là pour rester. On a besoin de tenir compte des apprentissages qu'on a eus durant ces 18 mois-là. Les négociations sont en cours, puis je demande à tout le monde d'avoir le respect de faire les négociations derrière la place publique. Voilà, mais je veux vous rassurer, le GAP est là pour rester. Puis tout à l'heure, quand vous aurez les panélistes qui vont venir en parler, on est même en train de regarder c'est quoi le GAP 2.0, fort de ces apprentissages-là qu'on a fait ensemble. Alors, juste rassurer tout le monde, on va y arriver, mais on va s'ajuster. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Je pense qu'il est important, un des apprentissages de la pandémie, c'est la télémédecine. Ça aussi, c'est un outil qu'on n'avait pas avant, ou qu'on avait, mais qui était principalement fait dans le privé, qu'on a réussi à amener dans le public et qui va faire maintenant qu'on va en tenir compte beaucoup. Même ma mère, à moi, 91 ans, parle à sa GMF maintenant en télémédecine.
C'est quand même incroyable. Alors, ce n'est pas le vieillissement de la population qui nous empêche d'avoir accès à ces choses-là. On a ouvert des cliniques IPS. On en a ouvert 11, on en a 23 à ouvrir. Mais savez-vous quoi? On a eu la première personne, première IPS qui a pris en charge cette semaine avec les nouvelles règles à RAMQ. C'est quand même quelque chose aussi. Alors ça, ces changements-là, là, ils arrivent. Mais c'est quoi l'effet de ces changements-là? Ça prend du temps. Je continue. Le décloisonnement des professions, l'IPS en est un bel exemple. Et encore une fois, je le dis au Collège des médecins, je le dis à tous ceux qui ont été impliqués dans ces discussions-là, ça prenait une certaine ouverture pour faire ça. Hein, on est tous, quand on fait de la gestion du changement, on se dit, c'est beau les changements, mais pas dans ma cour. Je veux juste dire qu'il y a des gens, entre autres les médecins, qui ont pris cette décision-là de dire c'est la bonne chose à faire. Est-ce qu'on a terminé là-dessus? Non. Il y a encore dans la négociation, ce que j'appelle l'entente cadre, des choses à discuter par rapport aux IPS, mais on va continuer de le faire. Je pense qu'on a aussi, dans le PL15, parce que les gens regardent le fameux projet de loi qu'on a fait l'automne dernier, les gens associent PL15 à Santé Québec. Oui, c'est une composante importante du projet de loi, mais il y avait toute la question de la gouvernance de proximité, à l'intérieur d'un hôpital notamment, à l'intérieur d'un CHSLD. Ça veut dire quoi, la gestion de proximité? C'est d'avoir, entre autres, un gestionnaire local sur place. Moi, vous le savez, là, j'aime ça faire mes petites visites surprises dans les urgences. Là, ils me reconnaissent maintenant, mais en tout cas. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est quand je rencontre un gestionnaire de proximité, des fois, c'est des coordonnateurs de fluidité ou peu importe. Mon Dieu, que c'est rassurant de voir ça, de voir des gens qui sont sur le terrain et qui s'occupent de faire la coordination. On a ramené à peu près 400 personnes dont ce rôle-là avait été éliminé dans certaines réformes. Je pense que c'est très important de dire que ce sont des... Mais c'est sûr que la création de Santé Québec, moi, on avait ça en tête quand on a déposé le plan de santé il y a 2 ans. On savait que ça allait être difficile parce que, écoutez, on a presque battu le record de projet de loi. Le plus gros projet de loi dans l'histoire du Québec législatif, c'est le Code civil. On arrive 2e. Je suis content d'être 2e, parce que j'ai trouvé ça assez long. Mais le temps qu'on fasse, quand on fait des projets de loi, puis je vous en donnerai quelques-uns tantôt, il n'y a pas juste le projet de loi, il y a les règlements qui viennent par la suite. Alors, encore une fois, ces changements-là, que moi j'appelle les changements de fond, ça prend du temps à faire, mais moi, ce que je pense que les Québécois nous demandent à la partie politique, puis Dieu sait que j'aime pas ça être un politicien, la partie politique, c'est d'avoir le courage de faire ces changements-là, parce qu'ils prennent du temps. Je vous rappelle que je suis le premier ministre de la Santé, donc je n'ai pas dit le premier ministre, j'ai dit le premier ministre de la Santé à faire 2 mandats depuis 20 ans. Ça, c'est une chance qu'on a. Bon, maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, on a fait des choses, mais on est tous convaincus que c'est pas assez. Hein, le Québécois moyen, la Québécoise, là, demandez-lui, vous avez vu des sondages, sont-ils contents de notre système de santé? La réponse est non. Puis avec raison. Avec raison. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que, et ça, je veux faire attention parce que souvent, c'est facile de dire, ben quand le ministre parle ou qu'il est contre les médecins ou qu'il est contre les infirmières, mais c'est tellement faux. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, puis je veux que vous l'entendiez de ma part, c'est qu'il n'y a aucun professionnel de la santé, il n'y en a aucun qui aime être dans cette situation-là. Il n'y a pas personne qui est ici aujourd'hui, dans nos 300 000 professionnels, employés de soutien, nommez-les, là, nos technologues, il n'y a pas personne qui est content de ça. Là. Okay? Donc, ce qu'on demande à tout le monde, c'est de faire ce travail-là ensemble pour qu'on puisse changer les choses. Maintenant, ce que j'ai demandé
à Mme Biron, qui a déjà commencé à faire son équipe. Puis je suis très content, entre autres, Frédéric, que tu as accepté ce défi-là, parce que je pense qu'on a envoyé le message cette semaine que c'était pas une personne qui va réussir, c'est une équipe qui va réussir. Puis en prenant justement le meilleur des approches. Il y a du bon dans le privé. Puis moi, j'ai pas honte de le dire. J'ai vraiment pas honte de dire ça. Il y a du bon dans le privé, mais c'est pas, je l'ai dit hier en chambre, à une question de Québec solidaire. Arrêtez de dire que quelqu'un qui vient du privé, c'est un défaut. Qu'est-ce qu'on veut du privé? On veut les meilleures pratiques. Moi, c'est ça que je cherche avec le privé. Est-ce qu'on est capable, avec des pratiques du privé, d'améliorer nos processus à nous, au public? On a un objectif, c'est de rendre le système public plus fort, en tenant compte de tout ce qui nous a frappé et que j'ai dit au début. Hein? On s'entend, vieillissement de la population, sortir de la pandémie. Si on est capable de faire ça, je pense qu'on va pouvoir accélérer la transformation qu'on a commencée il y a 2 ans. Le mot aujourd'hui, là, c'est oui, on a vu certaines améliorations, si petites soient-elles. Le journaliste qui me disait, M. Patrice Roy, l'autre soir, oui, mais M. Dubé, c'est à la marge. Juste renverser une tendance, c'est quelque chose. On a renversé la tendance, là. Est-ce que les améliorations sont satisfaisantes? Non. Mais est-ce qu'on est capable maintenant d'aller chercher les autres changements de fond? Moi, l'engagement que j'ai pris avec la nouvelle direction de Santé Québec, j'ai dit on va faire 3 choses. On va prendre un ministère 2.0, hein, parce que le ministère aussi, on doit redéfinir son rôle. Parce que quand on fait les transferts de certains employés à Santé Québec, comprenons-nous bien, là, il y avait des gens au ministère qui faisaient un excellent travail, mais qui étaient de nature opérationnelle. Okay? Ça veut dire quoi? C'est facile, là, les plus évidents. Là. Par exemple, nos gens de technologie de l'information. Okay? Bon, il y a 400 personnes en ce moment un peu partout, à Québec, à Montréal, qui travaillent sur plusieurs projets. Ça, c'est comme évident. Ensuite, pensez, entre autres, à tous les gens là, qui font l'inspection. Hein, l'inspection pour s'assurer que les règlements sont bien suivis, entre autres le bas potable. Tout ça comme exemple ce matin. Donc, on a des gens à nature opérationnelle qui est facile de transférer. Ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, parce qu'on a fait avec M. Paré un groupe de transition, puis ce groupe de transition-là, en ce moment, est en train de dire comment je vais faire la ligne entre ce qui est transféré puis ce qui reste avec la nouvelle mission du ministère qui doit se concentrer sur les orientations. Ça va? Fait que ça, c'est le rôle du ministère 2.0. Puis M. Paré, avec le comité de transition, est en train de faire cet exercice-là. Puis je vais demander aussi à Mme Biron, à Frédéric, de venir nous aider à réfléchir à ça. C'est important parce que je veux savoir, ils ont besoin de quoi, puis qu'est-ce qu'ils sont prêts à prendre pour qu'on ait cette nouvelle philosophie-là. Ce qu'on s'attend de Santé Québec est beaucoup plus dans le quotidien. Puis je veux pas, c'est pas un diminutif, là. Quand Mme Biron, elle a dit plusieurs fois cette semaine, moi, je suis là pour l'accès, sa priorité, c'est l'accès. Elle a dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles elle va travailler. Mais quand elle va s'asseoir avec Frédéric, on va regarder nos PDG, on l'a vu que c'est pas facile d'améliorer l'aiguille sur l'accès. Plusieurs PDG, il y en a ici dans la salle, qui l'ont réussi. Moi, je le vois, là, parce que je suis un peu avec ça. J'en parle plus de mes tableaux de bord, parce que les gens sont tannés, mais moi, je continue de les regarder. Je veux juste vous dire ça. Mais qu'est-ce que... Maintenant, je vous ai dit ce que Santé Québec va faire. Qu'est-ce que le ministère va faire? Moi, je vais vous dire ce que je vais faire. Puis ça, c'est l'engagement que j'ai pris autant avec le ministère qu'avec avec Santé Québec. C'est de continuer à travailler sur les changements de fond. Parce que oui, les améliorations, on va les voir. Là, on va demander à Mme Biron de se cacher un peu des journalistes puis aller travailler et de prendre connaissance de tout le monde, de rencontrer tout le monde, de faire un peu le travail de fond. Mais moi, pendant ce temps-là, puis
c'est rare que je parle à la première personne, puis je ne suis pas tout seul. Mais je veux vous dire ce que moi, je m'engage à faire. Comme vous avez vu ce matin, nos conventions collectives ne sont pas réglées. Ça, c'est ma job. Moi, ce que je dois donner aux gestionnaires du réseau, c'est des nouvelles conventions collectives pour que les gestionnaires aient les leviers qui, malheureusement, ont été délaissés dans les dernières années pour des raisons politiques. C'est très facile, 6 mois avant l'élection, de régler à la baisse des conventions collectives. Malheureusement. Moi, je vous le dis, là, je ne suis pas là pour me faire réélire. Je suis là pour faire la job qu'il faut faire pour que les gestionnaires soient capables de gérer. C'est ça ma job. C'est pas facile. Mais ça, c'est l'engagement que je prends. Alors, ça s'applique à quoi? Renouvellement des ententes collectives, des conventions, renouvellement des ententes cadres avec les médecins, les 2 fédérations. Je ne dis pas non plus que ça va être facile, mais ça fait 2 fois qu'on le fait. On devrait être capable de s'entendre, mais tout le monde doit avoir comme objectif qu'il faut penser aux patients. Et ça, pour moi, quand je pensais tantôt au gap, pour ça, je vous dis, je suis sûr qu'on va s'entendre parce que les Québécois veulent le garder, le gap, pendant qu'on fait cette transition-là. Et ce qui me reste à faire aussi, puis ça, c'est ma collègue au Trésor, Mme Lebel, c'est de continuer le décloisonnement des professions. Exactement ce qu'on a fait avec les pharmaciens dans le temps que c'était Mme McCann qui avait commencé ça, qui a fait une super job. Deuxièmement, je vous ai parlé des conventions collectives, mais le décloisonnement des professions, on l'a vu avec les IPS, mais malheureusement, ça prend du temps à faire ça. Parce que je disais l'autre fois au docteur Godreau, qui nous a beaucoup aidés à date là, du Collège des médecins, Mauriel, il me disait, oui, mais tu sais, les médecins, c'est les donneurs, puis toutes les autres professions, c'est les receveurs. Fait que c'est toujours le même qui donne. Puis c'est sûr que c'est des gros changements. Mais le décloisonnement des professions, pour moi, il est majeur. Je termine, parce que il me reste... Non, mon fax a été mis à jour, c'est correct, c'est bon. Je voudrais juste dire que tous les partenaires aujourd'hui, qu'ils soient privés ou publics, on peut juste mieux travailler ensemble. Moi, je veux vraiment me sortir de cette philosophie-là, là, ou du dogmatisme. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on se relève de la pandémie? Pendant qu'on fait les choses avec tous les changements d'environnement qu'on a, avec le vieillissement, puis tout ça, là, ce que j'ai expliqué au début, comment on peut mieux travailler ensemble. Alors, ce matin, je trouvais que l'occasion était excellente de ne pas venir vous présenter la première ligne de demain. Moi, je pense qu'on l'a tous un peu en tête. Les gens du ministère ont de très, très bonnes idées. J'apprécie beaucoup le travail qui a été fait, Martin, de réflexion. Mais il y a aussi des gens du réseau que vous allez voir en panel ce matin. Des gens qui, entre autres, je veux saluer, entre autres, le travail du docteur Lavoie à Rimouski. Ça, c'est un bel exemple. Tantôt, on parlait d'innovation. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler du GAP, j'étais de passage à Rimouski, puis j'ai dit que c'est ça, cette affaire-là. On n'a pas entendu parler de ça. Mais 18 mois plus tard, c'est quand même assez rapide. On l'a implanté partout. Mais ça, c'est un exemple de ce qu'on a pris, d'une belle pratique. Puis on a dit, mon Dieu, si ça marche bien là, est-ce qu'on peut le faire partout? Est-ce qu'on a besoin peut-être d'arranger les choses parce que Rimouski, c'est pas Montréal? On comprend ça. Et c'est là que je dis qu'avant de renouveler l'entente ou de passer au GAP 2.0, on doit tenir compte de ce qu'on a appris. Mais je vous dis, docteur Lavoie, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais que les gens qui vont écouter le panel, puis malgré le temps qu'on a pris dans les dernières minutes, je pense que ce panel-là, pour moi, il est très important, avec tout le monde qui va venir, les autres contributeurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Là, je reconnais dans la salle des gens qui sont ici. Écoutons-les. Puis moi, l'engagement qu'on prend avec Santé Québec, qui va piloter ce changement-là de première ligne, ça, c'est un mandat très clair qui va du côté de Santé Québec, la première ligne, parce que c'est eux autres qui vont l'opérer. C'est eux autres qui vont opérer la première ligne. Moi, je vous demande qu'on écoute ce matin, on prenne quelques semaines de réflexion, quelques mois de réflexion, et qu'on arrive avec une première ligne qui va faire une chose,
parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Un réseau de santé fort, ça prend une première ligne forte. Et cette première ligne-là, on a la chance, avec tout ce qui nous arrive, puis avec la création de Santé Québec, de la repenser pour que nos Québécois aient le système de santé qu'ils méritent. Je vous remercie beaucoup. Merci.